Bonjour et bienvenue à l'unité 9 et au cours 9.1. J'aimerais commencer cette unité sur les méthodes d'écoulement hydrologique en présentant la méthode tenante. C'est peut-être la plus ancienne et la plus connue des méthodes qui inclut des considérations écologiques et qui peuvent être utilisées pour recommander des débits permettant d'atteindre de multiples objectifs. Dans une étude de 2003 sur les méthodes d'écoulement utilisées dans le monde, Rebecca Tam a indiqué que cette méthode était la plus largement appliquée parmi les méthodes hydrologiques. Si l'on considère qu'une approche de recommandation en matière de débits environnementaux basée sur un pourcentage de débit annuel moyen est en quelque sorte liée à la méthode tenante, alors elle reste certainement la méthode la plus utilisée aujourd'hui. Je pense qu'il faut que je sois clair au début de ce cours, bien qu'il y ait beaucoup à apprendre de l'examen de la méthode tenante dans ce cours, elle n'est pas représentative des meilleures pratiques dans les méthodologies des débits environnementaux aujourd'hui. Et je ne conseille pas de l'utiliser. Mais étant donné qu'elle est toujours utilisée dans le monde entier, il est important que vous en soyez conscient, que vous compreniez sa place dans l'histoire du développement des débits environnementaux et que vous compreniez également ses limites et pourquoi elle n'est plus la meilleure en termes de pratique des débits environnementaux. La méthode a été publiée par Donald Tennant en 1975 sous la forme d'un rapport du US Fish and Wildlife Service et à nouveau en 1976 sous la forme d'un article de revue professionnelle Fishery. Il l'a appelé la méthode du Montana, mais en raison de son lien personnel étroit avec elle, elle est devenue au fil des ans la méthode tenante. En lisant le rapport de 1975 dans cette unité, la personnalité de l'homme apparaîtra clairement. Il était passionné par le sujet, comme le montrent les citations sur cette diapositive. Ce sont la première et la dernière phrase de son rapport. Il y avait en fait deux méthodologies très distinctes présentées par Tennant dans son rapport de 1975 et son document de 1976. La première est une méthode holistique utilisée par le US Fish and Wildlife Service au cours de ces années pour recommander des débits de plus de 100 tronçons de rivières en aval des barrages aux États-Unis. La seconde est la méthode hydrologique qui est devenue la méthode tenante. La méthode hydrologique est dérivée des résultats de la méthode holistique sous la forme d'un indice des conditions aquatiques attendues basé sur un pourcentage de débit moyen annuel recommandé comme débit d'eau. Ces distinctions deviendront plus claires au fil du temps. Tout d'abord, il semble que la méthode holistique et la méthode hydrologique commencent toutes deux par la détermination du débit annuel moyen du cours d'eau ou de la rivière à l'endroit ou aux endroits qui nous intéressent. M. Tennant dirige le lecteur vers les données hydrologiques disponibles auprès de US Geological Survey. Tennant fait plusieurs références à l'importance des données de US Geological Survey et il s'appuie également sur la crédibilité établie de cette organisation pour ajouter de la crédibilité aux recommandations qui en résultent en matière de débit. La décision d'utiliser le débit moyen est quelque peu inattendue car les hydrologues conseillent généralement d'utiliser le débit médian ou en d'autres termes d'autres centiles de débit qui sont considérés comme reflétant mieux les conditions réelles de la rivière ou du cours d'eau. Les raisons pour lesquelles la méthode a été choisie n'est pas tout à fait claire, mais il semble que cela soit principalement dû à la simplicité du calcul de la moyenne et à sa disponibilité immédiate à partir des ensembles de données hydrologiques par rapport aux centiles ou d'autres valeurs statistiques de l'époque. Tennant écrit également, en citant une étude de US Geological Survey de 1974, que le débit moyen peut être estimé avec précision par de simples mesures de la géométrie du canal. Ainsi, il suggère que même en absence de données hydrologiques disponibles,
la méthode peut être appliquée. Cette diapositive comprend des photographies de 6 à 11 rivières étudiées intensivement dans le cadre de l'essai de la méthode de Montana. Ces photos ont toutes été prises près des lieux d'étude. La preuve photographique occupe une place importante dans la méthode holistique. Ces photos, comprenant des rivières de 3 états différents, illustrent la similarité fondamentale en termes de taille et de caractéristiques des rivières testées. Cela deviendra pertinent lorsque nous examinerons l'adéquation de la méthode pour une application plus large. Les prochaines étapes sont spécifiques à la méthode holistique. La première consiste à visiter le cours d'eau ou la rivière pour observer, photographier, échantillonner et étudier les régimes d'écoulement qui représentent environ 10%, 30% et 60% du débit moyen. C'est ce que Tennant appelle l'analyse de régression photographique. J'ai inclus 3 photos de la rivière Mara à différents niveaux de débit pour illustrer les faits. Tennant recommande d'enregistrer des informations appropriées et vitales sur toutes les photographies. Ensuite, les données transversales doivent être obtenues ou directement mesurées pour déterminer la largeur, la profondeur et la vitesse moyenne liées à 10%, 30% et 60% du débit moyen annuel. Ces informations sont ensuite utilisées pour vérifier que les valeurs correspondent aux besoins connus des ressources aquatiques de la rivière. À partir des données hydrologiques disponibles, il convient d'analyser les schémas du régime de débit journalier moyen et les données historiques antérieures sur les étiages afin de déterminer les schémas de débit de base au cours d'une année. Les recommandations en matière de débit doivent refléter ces schémas. Tennant recommande également et généralement de considérer 2 saisons, mais reconnaît que les conditions de certaines rivières peuvent nécessiter de considérer plusieurs saisons. Et la dernière étape de la méthode, basée sur tout ce qui a été appris lors des étapes précédentes, consiste à recommander les débits les plus appropriés et les plus raisonnables qui peuvent être justifiés pour assurer la protection de l'habitat de toutes les ressources aquatiques. Bien que brièvement décrite, cette étape vise clairement à produire des recommandations de débit personnalisées pour un tronçon de rivière donné sur la base d'études hydrauliques et écologiques détaillées, y compris des études de terrain. Bien qu'elles ne soient pas mentionnées, nous savons grâce au contenu des évaluations de débit produites par le US Fish and Wildlife Service que les valeurs récréatives ont également été étudiées, y compris les aspects économiques. Ce tableau est également présenté dans la partie du rapport consacré à la méthode et est devenu synonyme de la méthode Tennant. Donald Tennant l'encourage en fait en écrivant « La méthode Montana est si brève qu'elle peut être tapée sur une carte de 3x5. Elle peut être appliquée rapidement à de nombreux segments de milliers de cours d'eau en se référant au tableau 1 de ce document et au registre des eaux de surface de l'U.S. Geological Survey. La logique exacte et les étapes de la production de ce tableau ne sont pas décrites dans le rapport, mais il semble qu'il s'agisse d'une simplification des principaux éléments de la méthode holistique comprenant une indexation des conditions observées de la rivière, évaluée du pourcentage du débit annuel moyen recommandé sur 2 saisons, ce qui, nous le savons, était l'approche saisonnière préférée de Tennant. Décomposons maintenant les informations contenues dans ce tableau pour voir ce que nous pouvons apprendre de plus sur la méthode et les intentions de Tennant. Pour commencer, il est clair que la méthode prend en compte de multiples objectifs, notamment les débits nécessaires pour les poissons, la faune, les loisirs et les ressources environnementales connexes. Les ressources environnementales connexes sont celles qui sont nécessaires au bien-être des objectifs,
cités et comprennent les insectes, les mollusques, la végétation riveraine, etc. Cette approche multi-objectif se reflète également dans le dernier point de la description de la méthode qui demande des recommandations sur les débits afin d'assurer la protection de l'habitat de toutes les ressources aquatiques. Ensuite, la méthode établit une distinction claire entre les différents niveaux d'état général des poissons, de la faune, des loisirs et des ressources environnementales connexes. Cela représente un affinement supplémentaire des objectifs généraux. Le maintien d'un état optimal ou optionnel des poissons, de la faune, des loisirs et des ressources naturelles serait probablement l'objectif pour les zones importantes de biodiversité ou de conservation. Tandis que les conditions bonnes à excellentes pourraient être un objectif plus fondamental à appliquer partout ailleurs. Des conditions passables et dégradantes ne seraient probablement pas envisagées que dans les systèmes déjà dégradés ayant peu de chances d'être restaurés. Ces 7 niveaux d'état sont plus que ce qui a été explicitement identifié dans la méthode holistique, de sorte que Tennant a dû estimer que les résultats obtenus à partir de nombreuses études holistiques étaient suffisamment abondants et cohérents pour justifier ce niveau de détail. Comme mentionné précédemment, un aspect essentiel de la méthode est l'utilisation de pourcentages de débit moyen annuel. Les hydrologues ont trouvé cela probablement perturbant dès le début, et je donnerai plus tard un exemple de ces limites. Mais cette méthode est restée populaire parmi les praticiens parce que la moyenne est rapide et facile à calculer. Comme je l'ai mentionné également plus haut, la méthode fait une distinction entre les saisons, reconnaissant la nécessité de différents niveaux de débit selon les saisons. Tennant a choisi de ne délimiter que 2 périodes de 6 mois, commençant par la période de faible débit en octobre, en passant à la période de débit plus élevé en avril. Ces périodes sont choisies pour s'allier sur l'année hydrologique définie par le US Geological Survey qui s'étend du 1er octobre au 30 septembre. L'année hydrologique ne s'aligne pas sur l'année civile, car une part importante des précipitations qui tombent à partir d'octobre est stockée pendant l'hiver sous forme de neige et ne contribue pas au débit des rivières avant la fonte des neiges en mars ou en avril suivant. Dans les systèmes pluviaux où la méthode a été développée, de nombreux processus écologiques sont également alignés sur ce calendrier. Le choix des dates et des saisons ont été critiqués par certains, mais M. Tennant a clairement indiqué dans le test que les utilisateurs de la méthode peuvent ajuster le nombre et les dates de ces limites temporelles selon le besoin pour s'allier à la dynamique saisonnière et les limites de leur rivière. Enfin, la méthode reconnaît la nécessité de rinçage à court terme, en plus de débit de base. Ces étapes, c'est sage, c'est évidemment sage, et cela préfigure des méthodes plus récentes qui incluent des inondations comme élément essentiel d'un régime d'écoulement. Mais M. Tennant a traité sa recommandation sur les inondations avec prudence. Il a recommandé une valeur seulement de 200% du débit moyen qu'il a estimé bon pour les sédiments en mouvement et aussi pour le rafting en eau vive. Il a déconseillé les débits plus élevés parce qu'il a supposé que le débit serait de l'eau claire provenant d'un réservoir et il craint que cela ne provoque une grave érosion des berges et n'endommage clairement l'environnement aquatique en aval si le niveau de crue sont 2 fois supérieur au débit moyen. C'est un bon moment pour mentionner que toutes les recommandations de la méthode Tennant partent principalement du principe
que la rivière est régulée par un barrage et un réservoir en amont. Cela a des conséquences sur l'éventail des cadres de gestion de l'eau dans lesquels elle doit être appliquée. Un malentendu commun que j'aimerais également partager avec vous est que la méthode tenante a été développée sur la base des données du rapport, mais ces données étaient destinées à valider la méthode, qui a été développée sur la base de plus de 100 études holistiques menées au cours des années précédentes. L'analyse des données de validation n'est pas très systématique, mais Tenant tient à souligner comment elle soutient sa sélection de seuils entre les niveaux de conditions. Dès le début, Tenant est convaincu que les seuils de 10%, 30% et 60% de débit annuel moyen sont significatifs pour distinguer l'état général des rivières de toute taille et de tout milieu. Il semble être parvenu à cette conclusion grâce à un mélange de jugement professionnel et de pensée pragmatique. Les seuils de 10%, 30% et 60% figuraient déjà dans une version antérieure de la méthode parue en 1972. Lorsqu'on lui a demandé comment il est parvenu à ces valeurs, Tenant a répondu: j'y suis parvenu en me basant sur ma grande expérience et en examinant différents débits, et ce que je considérais comme le bon débit est sorti de ces pourcentages. Dans la version de 1975 de la méthode, Tenant déclare également que des débits de 10%, 30% et 60% de débit moyen couvriront une gamme de débits allant d'environ le minimum à près du maximum qui peut normalement être justifié et recommandé pour protéger l'environnement naturel de la plupart des cours d'eau. C'est un exemple de pensée pragmatique qui a persisté à améliorer la méthode, et beaucoup d'autres éléments sont évidents dans le test de la méthode. Tenant sait par expérience qu'il est très difficile de voir ces recommandations mises en œuvre. Les trois courbes de cette figure présentent les résultats moyens de 1600 mesures différentes de la vitesse, de la profondeur et du pourcentage de substrat recouvert d'eau, toutes sur les axes des Y, tracés par rapport au pourcentage de débit moyen sur les axes des X. Ces mesures ont été effectuées dans le cadre des efforts déployés pour tester la méthodologie. Aucune indication n'est donnée sur la fourchette de ces valeurs, mais le respect des objectifs de la méthode n'est pas non plus présenté comme dépendant fortement de la précision de ces relations. Tenant mentionne dans la discussion de ces résultats que dans les 11 tests de terrain de la méthode Montana, la profondeur de l'eau semblait adéquate pour les organismes aquatiques lorsque la vitesse était satisfaisante. L'utilisation la plus importante des données hydrauliques est peut-être de soutenir le seuil inférieur à 10% du débit annuel moyen. Tenant affirme que les valeurs de profondeur et de vitesse au seuil de 10% marquent la limite inférieure des conditions nécessaires au bien-être de nombreux organismes aquatiques, en particulier les poissons. Il note ensuite que les augmentations du substrat mouillé, de la profondeur et de la vitesse entre 30 et 100% des débits moyens se situent dans les fourchettes allant de bonne à optimale pour les gammes, pour les organismes aquatiques, mais sans expliquer les raisons de cette division entre celles-ci. Aucune référence spécifique n'est fournie pour justifier ces conclusions, mais il mentionne vaguement qu'il existe un grand nombre d'études de soutien réalisées par des biologistes et des hydrologues du gouvernement sur de nombreuses rivières. La présentation de cette base d'habitat hydraulique pour des seuils de pourcentage de débit moyen renforce la validité de la méthode pour une application dans les rivières similaires à celles utilisées dans le développement de la méthode. Et je suppose qu'il a jugé nécessaire de les inclure parce que ces justifications hydrauliques pour les recommandations de débit devenaient l'état de l'art dans la communauté scientifique
des débuts des années 1970. Mais certaines critiques ultérieures de la méthode se sont accrochées aux valeurs spécifiques de profondeur et de vitesse développées dans le rapport de 1975. Pour illustrer le type de critique formulée à l'encontre de la méthode tenante, j'ai inclus dans les cours supplémentaires de cette unité une analyse comparative simple et récente faite par Robert Milous. Il a appliqué la méthode du Montana à deux rivières, une qui est similaire en taille à celle utilisée pour tester la méthode dans les années 70 et un petit ruisseau de montagne du Colorado North Creston Creek, avec seulement 10% du débit moyen de la plus grande rivière. Milous a interprété les profondeurs et les vitesses tracées dans le graphique de la dernière diapositive pour représenter les critères hydrauliques de la méthode de tenante pour des seuils et des conditions indépendantes de la taille de la rivière. Il n'est pas surprenant que pour satisfaire ces critères dans les petits cours d'eau, il faille des débits bien supérieurs à 10%, 30% et 60% du débit annuel moyen du cours d'eau. Milous a conclu que cela révèle une faille dans la méthode qui pourrait être corrigée en ajoutant un paramètre de taille de la rivière dans les critères hydrauliques présumés. Je soupçonne que Tenante doit être en désaccord et il pourrait nous préciser sûrement que les profondeurs et les vitesses moyennes issues du test qu'il a effectué de la méthode du Montana n'étaient pas censées être des critères hydrauliques à appliquer à toutes les rivières. Il s'agissait de mesures effectuées pour tester la validité de la méthode telle qu'appliquée aux rivières de test, qui n'étaient pas toutes plus grandes et relativement similaires en taille, comme je l'ai mentionné sur la photo de la diapositive 2. Mais la méthode a fait l'objet de nombreuses critiques valables. Certaines sont apparues peu après la publication de la méthode et étaient fondées sur les lacunes rencontrées dans sa mise en œuvre, tandis que d'autres sont apparues plus tard au fur et à mesure de l'évolution de la science et des pratiques des débits environnementaux. La déficience de l'utilisation du débit moyen a été l'une des premières à apparaître lorsqu'à la fin des années 70, Donald Hoff et Eugene Morgan de l'Université de l'État d'Oklahoma ont tenté d'appliquer la méthode au débit hautement saisonnier de l'État d'Oklahoma. Ils ont comparé les recommandations en pourcentage de la méthode de tenante au débit réel des rivières de l'État sur la base de percentiles représentant le débit disponible dans 10, 50 et 90% des cas. Ils ont constaté que pendant les 6 mois les plus secs de l'année, de juillet à décembre, seuls 10% du débit moyen annuel pourrait être attendu naturellement, plus de 50% du temps. Des pourcentages plus élevés atteignant le bien-être tel que défini dans la méthode de tenante n'étaient tout simplement pas possibles, même dans les conditions naturelles. C'est le danger de la moyenne qui peut être fortement faussé par des inondations de courte durée pendant des mois de pluie. Ils ont également constaté que même pendant les mois les plus humides de janvier à juin, on ne pouvait s'attendre qu'à 30% seulement du débit annuel moyen se trouvant dans la rivière à plus de 50% du temps. Ils sont donc parvenus à des recommandations de débit de 10% de la moyenne pendant les saisons sèches et de 30% de la moyenne pendant les saisons des pluies pour les rivières de l'État. Cela correspond à des conditions passables ou dégradantes selon la méthode tenante. Leur objectif n'était pas clairement de recommander cette condition, mais ils ne pouvaient pas recommander des valeurs plus élevées car elles n'existaient tout simplement pas naturellement dans la majeure partie de la saison. En fin de compte, ils ont effectivement recommandé des débits équivalents à un peu plus de 50% du centile plutôt qu'un pourcentage intentionnel du débit annuel.
En conséquence, ils ont recommandé que l'utilisation de la méthode tenante soit limitée à la planification initiale et qu'elle soit suivie d'une analyse intensive sur le terrain, ce qui signifie essentiellement qu'il faut utiliser la méthode holistique originale et non l'indice simplifié de la moyenne établi par tenante. Ce document se trouve dans le dossier sur les cours supplémentaires de l'unité. Ils ont noté également que les recommandations de débit de base unique pour les périodes de 6 mois est inadéquat pour simuler de près le régime naturel de l'écoulement des cours d'eau ou pour fournir des débits de rinçage. Et ils notent que les débits pourraient être recommandés sur une base trimestrielle à la place. Aucune recommandation n'est faite pour les débits de crue ou de rinçage qui sont manifestement une caractéristique plus importante du régime de débit de la rivière Oklahoma. En général, Hoff et Morgan choisissent leurs mots avec soin et ne critiquent pas carrément la méthode de tenante. C'est quelque peu surprenant au vu de leurs résultats, mais Tenante était alors un examinateur de leurs documents. Les critiques formulées à l'encontre de la méthode tenante ces dernières années ont également souligné sa représentation trop simpliste du régime d'écoulement naturel des rivières, son exclusion des régimes d'inondation plus dynamiques et son inadaptation à l'application aux rivières dans les contextes physiographiques et des régimes climatiques différents. Ces critiques sont pour la plupart toutes valables. La confiance exclusive que Tenante avait dans l'universalité de la méthode n'est guère justifiée. Après tout, il a écrit « Il n'existe pas de preuves hydrologiques et biologiques significatives que la méthode de Tenante peut également être utilisée avec succès sur les cours d'eau du monde entier. Je ne reproche cependant pas à Tenante ses efforts pour rendre ces recommandations aussi simples et applicables que possible. Souvenez-vous qu'il était un pragmatique, ayant une expérience considérable de la difficulté de voir les recommandations sur les débits environnementaux mises en œuvre dans les exploitations de barrages. Les informations de cette diapositive ont été recueillies en 1970. En comparant le débit minimum pour les poissons reconnus par les exploitants de 23 barrages aux recommandations faites pour ces mêmes barrages par le Fish Worldwide Service en utilisant la méthode holistique de Montana. Les recommandations de Fish and Worldwide Service n'ont pas été adoptées qu'une seule fois. Il a fallu 10 ans au Congrès américain pour autoriser à nouveau le projet. Dans la plupart de ces cas, le gouvernement américain est à la fois l'exploitant du barrage et la source des recommandations sur les débits environnementaux. On pourrait penser que le fait de faire partie du même gouvernement offrirait la meilleure opportunité d'aligner l'exploitation sur les recommandations holistiques des meilleures pratiques de l'époque. Mais ce n'est pas le cas. Cette recommandation motive de nombreux aspects pratiques intégrés dans la méthode de Tenante. En fin de compte, cependant, nous pouvons conclure que la tentative de Tenante de synthétiser les résultats de plus de 100 études holistiques personnalisées sur les débits environnementaux en un index s'adaptant à une carte de 3x5, se rapprochant uniquement au débit annuel moyen de n'importe quelle rivière, a été vaillante, mais infructueuse. Donc, les messages que nous devons retenir de ce cours peuvent se formuler en 4 points. La méthode Tenante a tenté de synthétiser les résultats de plus de 100 études holistiques sur les débits environnementaux en une méthodologie d'indice qui pourrait être appliquée rapidement et facilement en utilisant uniquement le débit moyen annuel d'une rivière. L'approche a cherché à répondre plutôt aux multiples objectifs de débits environnementaux pour les poissons
la nature, les loisirs et les recherches environnementales connexes pour différents niveaux d'état des rivières au cours de différentes saisons. Les études holistiques initiales étaient probablement valables, mais la tentative de tenante de réduire leurs résultats à un simple indice s'est avérée être imparfaite de manière significative. Il n'est pas recommandé d'utiliser la méthode de tenante aujourd'hui. Heureusement, un certain nombre de méthodes plus récentes et plus valables ont été mises au point. Nous allons les examiner maintenant dans la prochaine unité. Merci.